Je voulais faire de la moto, mon père m'a dit il n'y aura pas de moto, il y aura du karting. Champion de France à 14 ans et demi, championnat d'Europe, championnat du monde. Mon père a pris la décision de me faire travailler chez McDo, jusqu'à temps que je sois prêt et légitime pour accéder au poste de directeur. Qui est chaud d'apprendre une personne qui a non seulement 6 McDo mais qui est un champion de course. C'est génial! Déjà merci de te déplacer, t'habites au Mans, c'est génial. Donc 6 McDo, c'est ça? 5. 5 pardon. Mais bientôt 6. Ah bientôt 6, c'est ça, c'est ce que j'avais retenu. Pilote, donc vous pouvez vous rasseoir au passage, c'est top. Merci pour cet accueil super. Qui est prêt à apprendre énormément? J'avais d'apprendre beaucoup de notes. On a peut-être du temps pour les questions-réponses. On va voir, mais en tout cas on va avancer. Donc déjà avant tout, est-ce que peut-être tu vas peut-être nous donner rapidement ton parcours et après on parle du business model de McDo? Alors mon parcours, il est professionnel et sportif, c'est vrai. Donc il a commencé par le côté sportif. À l'âge de 11 ans, je voulais faire de la moto. Mon père m'a dit il n'y aura pas de moto, il y aura du karting. Et bah ok, on fait du karting. Donc voilà les premiers pas en piste, en même temps avec l'école. Champion de France à 14 ans et demi. J'ai roulé de karting. Championnat d'Europe, championnat du monde, la Coupe du Monde notamment avec des pilotes comme Hamilton, Rosberg, enfin des pilotes qui sont multiples champions du monde de Formule 1. Et puis à l'école jusqu'au bac, c'était un peu compliqué à l'école pour joindre les deux bouts avec le côté sportif. Tu m'étonnes. Ouais. Donc à ce moment-là, j'ai intégré une équipe de Formule Renault en sport automobile. Et donc mon team manager de l'époque avait dit à mon père, écoute, moi mes pilotes ils font pas rien, il faut qu'ils soient équilibrés, qu'ils soient stables, sportifs, mais avoir aussi une vie à côté. Donc mon père a pris la décision de me faire travailler chez McDo, chez lui. Donc Francis. Francis. Ton père, donc il t'avait travaillé chez McDo, t'as commencé comment manager, t'as commencé comment? Alors j'ai commencé par équipier. C'est-à-dire équipier, ça veut dire en salle, le nettoyage du lobby, de la salle, le nettoyage des grilles, la cuisine. J'adore équipier, le terme équipier, c'est extraordinaire. Ça c'est fort, équipier, tu te sens équipier en train de nettoyer les chiottes. C'est pas mal. C'est donc tu as vraiment Malgré commencé... tout, tu le fais quand même. Mais voilà. En fait, et puis mon père avait eu un message fort et c'est ce qu'on fait aussi pour tous nos employés. C'est-à-dire qu'il avait dit, c'est pas parce que c'est mon fils, vous lui faites tout faire. Excellent. Et que tu comprennes aussi ce que c'est. Voilà, c'est ça. Donc moi qui commençais à voyager, qui avait arrêté l'école, qui voyageait un peu à travers le monde, j'ai vraiment su ce que c'était de tout faire et pour un salaire d'un temps partiel. Donc honnêtement, ça a été un des plus beaux cadeaux qui m'ait fait. Et pourquoi? Parce que on avait une vie qui commençait à être plutôt sympa. On avait à l'époque 3 ou 4 restaurants, donc je faisais du karting au niveau mondial, ça allait bien. On avait une maison plutôt sympa, on avait quitté un peu la campagne lointaine pour se rapprocher de la ville, parce que mon père était issu d'une entreprise de textile, il avait fait un dépôt de bilan, donc ça avait été très compliqué. Pas d'argent, McDo lui a prêté. Après un entretien de 2 heures et une poignée de main en disant, avec le PDG était américain à l'époque, ils lui ont dit je crois en toi, c'est ok. Pas d'argent, prêter l'argent, zéro, parce qu'on était en dépôt de bilan, donc c'était compliqué. On va applaudir pour ça, ça c'est parfois, tu vas avoir confiance, ça c'est incroyable. Wow. Ouais. Et puis voilà, donc une belle aventure. Et pourquoi? Parce qu'en déjeunant avec les autres équipiers, en me mêlant à la vie de nos employés qui est plutôt standard et qui partagent le travail, qui font les études, et puis en recevant ce fameux premier chèque, je crois, qui était de 650 €, je suis arrivé le soir chez moi, je dis mais je vais faire quoi avec ça? Et honnêtement, voilà, parce qu'on commençait à avoir une vie sympa, les restos, les vêtements, les trucs. Et ça m'a remis les pieds sur terre, j'étais super fier, super content de faire partie de l'équipe. Et puis équipier pendant 3 ans. Voilà, équipier polyvalent, donc la cuisine, la salle, tous les métiers chez McDo, du service. À temps partiel. Incroyable. Proche du temps plein. Et après manager. Donc manager, en fait, on gère des quarts de travail, soit le matin, soit le soir. On appelle open ou close. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 22 ans. Voilà. Voilà, donc soit le matin, soit le soir, des jours off consécutifs mais jamais les mêmes. Donc on travaillait souvent le week-end, un week-end toutes les 6 semaines. Donc voilà, il fallait jongler. Puis j'ai rencontré ma femme en même temps. Donc des fois je partais à Paris le soir, j'avais mes 2 jours off, je repartais de la région parisienne à 5 h du matin pour travailler à 8 h 30 au Mans. C'était un peu sport. C'était un peu sport, mais ça m'a vraiment appris. Et puis manager pendant 7 ans. Parce que mon père avait pris un engagement aussi envers la franchise McDo France, et puis même pour lui-même, qui lui en a un peu bavé. Donc il m'a rien économisé, ce qui était très bien. Manager 7 ans. J'ai fait 3 restaurants différents, une ouverture, jusqu'à temps que je sois prêt et légitime pour accéder au poste de directeur. Waouh, donc il t'est pas passé par Bordeaux, il t'a fait passer vraiment, tu l'as mérité. Ouais, pas me dire, ça c'est ça. Un bon exemple d'éducation aussi. 7 ans, ah ouais, donc c'est 10 ans au total quand même.
C'est ça. Peut-être 10 ans à McDo, C'est ça. entre équipier jusqu'à manager. Et donc après, c'était prêt, c'est qu'après, t'as quoi? T'as pris le... Après, j'ai pris un restaurant et c'est là vraiment où je me suis éclaté. En fait, d'avoir la direction d'un restaurant, j'avais les cartes en main. Donc j'ai pris aussi des claques, comme tout le monde. Il y avait le bras droit de mon père, que je me souviens toujours, qui m'avait pris entre quatre yeux dans un bureau. Et c'est vrai que je me laissais vivre un peu. Il y avait de nouvelles technologies qui étaient mises en place, je ne les avais pas bien mises en place. Il m'avait dit, pour qui tu te prends pour laisser ton restaurant comme ça? Oh. Et Ça là, t'a marqué? ah bah oui, donc j'ai pleuré. Une fois qu'il était parti dans mon bureau, qui faisait 1 mètre sur 2 mètres de long, et je me suis pris en main. Wow. Et là, il m'a fallu 2-3 mois pour vraiment tout remettre à plat, les plannings, les process, l'opérationnel. Et puis, 6-8 mois après, j'ai présenté une partie de notre réunion directeur, parce que sur les 7 restaurants de l'époque, j'ai eu la meilleure productivité, la meilleure marge, et un résultat où on était noté au niveau national de nettoyage de printemps, où j'avais eu 99,8, enfin quelque chose comme ça. Oh, on peut applaudir pour ça. Ça, c'est bon, cool. ça. Se prendre en main. Parfois, il faut quelqu'un qui nous mette... Pas vrai? Donc ça, c'est être aussi un bon chef d'entreprise, parfois d'être ferme et de ne pas laisser passer ça. Ouais, ça, c'est une bonne prise de claque. Et donc, parlons un petit peu du business model de McDo. D'abord, le McDo, et après, tu es franchisé. Mais donc, parlons un petit peu de cette marque qui est bien sûr connue mondialement. Comme tu sais, moi je suis vegan, donc je ne suis pas là où je vais manger, mais j'admire le business model. Là. J'admire le business model. Et donc parlons un petit peu du business model de McDo, parce que c'est fascinant. Alors business model, j'aimerais bien, et juste avec la technique, on passe sur la page d'après. En fait, je vous ai préparé... Tu as même les j'ai des petites notes. Si tu veux, tu peux même faire avancer. Super, magnifique. Comme tu veux. Bouton vert, avancer. Parfait. Alors, je vais faire défiler plusieurs slides. Max m'a posé quelques questions voilà, par téléphone, et puis j'ai voulu préparer quelque chose. Alors, c'est un peu costaud. On peut le faire comme ça, vraiment naturellement, mais j'aimerais bien vous donner quand même pas mal de clés. Excellent, avec grand plaisir. Qui va prendre plein de clés? Yes, super. Parfait. Le business model. Donc, avant tout, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont vu le film The Founder, le fondateur. Yes. Ouais, magnifique, super. C'est vraiment l'histoire vraie. Même moi, j'avais fait une opération cinéma avec, et l'enseigne nationale m'avait dit fais attention quand même, parce que c'est un petit peu costaud. Les gens qui ne seraient pas forcément dans le business vont pas trop comprendre, mais en tout cas, c'est vraiment le film qui représente bien l'enseigne, et je le conseille à tous ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, McDo, c'est quoi à la base? C'est Ray Kroc, qui était vendeur de milkshakes, qui est tombé sur les frères McDonald, voilà, en pleine campagne américaine, et qui a vu un modèle qui était hyper performant, où ils avaient dessiné au sol les postes de chacun, optimisé opérationnellement, etc. Je vous la fais un peu court. Il est devenu leur fournisseur, et puis après, il a racheté ce nom et cette franchise aux 2 frères McDonald. Et puis il est tombé sur un avocat qui était très très bon aussi, qui lui a dit il faut le franchiser. Et il faut le franchiser, et il faut surtout acheter le terrain. Voilà, donc McDonald's aux États-Unis pendant quelques années a été le premier propriétaire foncier. Wow. Voilà, et ça c'est une des grosses clés du business. Voilà, on pense vraiment le côté franchisé. Bon, ok, donc le franchisé gagne sa vie, etc. Mais l'enseigne, on n'en parle pas trop. L'enseigne, quand elle peut, elle achète tous les terrains qu'elle peut, tout le foncier. Alors maintenant, il y a par exemple notre McDo du centre-ville, ou d'autres qui sont sur déjà des propriétés privées. Donc McDo nous le font louer aux franchisés. Voilà, exact. Donc le premier business model de McDo, c'est un business immobilier, bien sûr. Malgré tout, maintenant, c'est de plus en plus difficile d'acheter du terrain, mais il y a vraiment un patrimoine exceptionnel. Intéressant, donc c'est un double business model en fait. C'est ça. Et puis par ce biais-là, McDo arrive à contrôler aussi tout son business, c'est-à-dire qu'ils choisissent le terrain, qui sont généralement des terrains exceptionnels, où ils ont vraiment la dernière info, la zone de chalandise, le nombre d'habitants au kilomètre carré. Voilà, généralement, ce qu'on se dit chez McDo, c'est qu'un des critères numéro 1, c'est l'emplacement, en 2 l'emplacement, et en 3 l'emplacement. Voilà. Ok, donc c'est un business foncier, intéressant. Et maintenant, donc, quand on parle donc business foncier, qu'est-ce qui fait là? Parlons un peu plus de ce business model. Mais toi, en tant que franchisé, je sais aussi que tu m'as donné un chiffre. La redevance que vous redonnez à McDo, je l'ai trouvé complètement dingue. Quoi. Ouais. Est-ce que tu peux confirmer ce chiffre? On peut. Que, déjà dans la frige, on est sur du 5-10%, qui ont déjà entendu ça. Normalement, on donne 5 à 10%. Vous savez, qui comprend le modèle franchisé? Qui comprend ça? Ok, c'est une marque, on duplique un modèle, on donne toutes les clés, la personne peut gagner du temps à reproduire un business model. Encore ça, on leur dit, on lui donne de l'éducation, des connaissances, les systèmes, les marques, les trucs, où acheter quoi, comment, on gagne du temps.
et les franchisés peuvent gagner énormément de temps et donc de l'argent avec ça. Donc, voilà Donc tu peux être franchisé, tu connais bien le système. Bah, c'est ça, je vais être franchisé et franchiseur. C'est ça, c'est mieux. C'est encore mieux même. Non, en fait, tu l'as bien résumé. En fait, McDonald's nous apporte un outil qui est vraiment très étudié, qui est hyper opérationnel. On a des bureaux entiers, des salles comme ça, des étages entiers qui sont dédiés à l'opérationnel, au marketing, aux façons de faire, à la RH. En fait, notre contribution est très importante, mais en même temps, il nous apporte un service incroyable. Chez McDo, aujourd'hui, pour nous, moi, je prends le numéro sur Google, j'appelle le desk, tout le monde se tutoie, parce que c'est comme ça chez McDo, ça n'empêche pas le respect. Et je lui dis, bonjour, donc elle me donne son prénom, ok, Julien, franchisé au Mans, tu peux me passer le service marketing, s'il te plaît? Ouais, j'ai une question, clac. Tu peux me passer le service RH? J'ai un problème à régler, ou j'ai des interrogations, ok. Et en moins de 5 minutes, on tombe sur quelqu'un. Wow. Donc on a vraiment il y a des conseils, fais ceci, fais cela. Ouais, voilà, ouais. Et puis pour revenir sur les chiffres qui sont importants, quand on ouvre un restaurant ou quand un restaurant doit être acheté, en fait McDo se base, c'est un calcul un peu complexe, il y a plusieurs méthodes de calcul, mais en gros c'est déjà la moitié, à peu près entre 50 et 60% du chiffre d'affaires, moins les investissements à venir pour le rachat d'un restaurant. Et après, une fois qu'on l'a acheté, le loyer est calculé sur en fait une projection de salaire, une projection de chiffre d'affaires qui va être fait dans l'année et sur les années suivantes. Et donc voilà. Ça, c'est le franchisé donc, qui paye les loyers. Ils mettent tout ça dans la machine. Et donc, le loyer, c'est basé pas sur sur les ventes. Sur le chiffre d'affaires. Sur le chiffre d'affaires. Ah. Donc le loyer, alors les loyers des McDo, on va dire d'il y a 15, 20 ans, 30 ans, étaient aux alentours de 12-13% du chiffre d'affaires. Et maintenant, le foncier coûte plus cher, les bâtiments sont un petit peu plus chers aussi du fait de la technologie. Donc on est aux alentours plutôt de 16%. Donc ça, c'est juste pour le loyer du chiffre d'affaires. Le loyer du chiffre d'affaires. Oh my gosh. Donc, ça, c'est du business. Donc imagine le chef du chiffre d'affaires. Et malgré ça, au passage, combien coûte un... Et c'est pas tout. Oui, c'est pas tout. C'est pas tout parce qu'on a... alors, il y a des sujets un petit peu de nos actualités qui sont un petit peu en ce moment en cours. Notamment sur la redevance que l'on paye aux États-Unis, parce qu'en fait, ils nous fournissent tous ces process, l'intelligence intellectuelle, l'intelligence matérielle. Voilà, c'est en réévaluation, mais voilà, on va dire que c'est aux alentours de 5 à 10%. Et il y en a une contribution à la publicité nationale. Qui est de 4%. Et donc au total, en gros, sur le chiffre d'affaires, McDo gagne... Entre 20 et 25% du chiffre d'affaires. Impressionnant. Sur le chiffre d'affaires, pas sur les bénéfices. Non. Waouh. Et malgré ça, t'as l'air d'être très content d'être chez McDo. Ça va. Ça a l'air plutôt... Non, ça va parce qu'en fait, un des points clés aussi du business model, c'est les achats. Les achats forcément et les partenariats, et le partenariat qu'on a avec nos agriculteurs, nos éleveurs, le côté national, puisqu'on se fournit, comme l'avait dit Michel Lebert, mon directeur de région sur la vidéo, à plus de 75% maintenant de produits français, avec des labels comme le bio, l'AOP, la pêche équitable, sur le café, les produits veggie qu'on a maintenant dans le restaurant, tout le lait maintenant pour les Sundays. Il va réussir à me faire acheter dans un McDo. Le lait est bio, on a des wraps végétariens, on a la protéine œuf qui est un peu différent. Donc voilà, on a beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il y a eu une grosse innovation, non? Ouais, là, McDo est vraiment en constante innovation. Moi aussi, j'essaye de manger, je mange encore un peu de viande, beaucoup moins que d'habitude. Voilà, j'ai suivi un petit peu les traces de Max là-dessus. Et pour monter en énergie, d'ailleurs, j'ai vraiment vu la différence. Mais à aujourd'hui, McDo est vraiment innovant. Maintenant, ils pourront pas. Moi, j'essaye de pousser aussi de mon côté pour essayer de pousser sur des produits spécifiques, un peu plus végétariens, un peu plus low fat. Mais c'est compliqué, parce que la plupart des gens en France ne sont pas forcément encore initiés à ça. Et puis c'est un marché qui est de fast-food, comme c'est ça. Et donc on a une petite partie des clients, même des heavy users, des gens qui viennent souvent, qui prennent du coup le sandwich du moment. Et à côté de ça, comme pour ma part c'est pareil, la salade, la boisson, l'eau pétillante ou l'eau plate, et les fruits, qui sont souvent bio aussi, pour la plupart du temps. Donc, ils ont senti un marché, ils sont adaptés au marché. C'est ça, exactement. Donc on sort des produits au fur et à mesure du temps. Maintenant, remplacer le Big Mac frites Coca, j'ai envie de dire heureusement ou malheureusement pour moi, c'est ce que veulent les gens pour l'instant. Donc quand les mentalités, je pense, vont changer. Si demain, je pense que tout le monde passe veggie, McDo sera toujours numéro 1 parce qu'on a déjà beaucoup de projets. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est un fast-food, mais en fait, c'est un bon point parce que souvent on dit ouais, McDo vend de la merde et ça. Ouais, mais c'est aussi le marché qui veut ça. Donc c'est intéressant. Et donc vous avez vu McDo capable de s'adapter comme ça. Donc ce qu'ils voient qu'ils sont amoureux de leurs clients et qu'ils n'imposent pas le produit, qu'ils voient ça. Donc ça va quand les gens disent ouais, machin, bah, c'est aux gens de changer. Quand nous on change, quand le consommateur change, devinez quoi, les marques changent. C'est plutôt intéressant. Donc c'est ce qu'ils veulent en gros, le Big Mac, Coca, etc. Et donc c'est comme ça. Donc, on commence à trouver voilà, des parties des ventes qui sont plus orientées un peu plus healthy, mais ça reste encore un peu marginal.
Excellent. Bah, est-ce que c'est OK de nous partager plus ou moins? Ça, je sais qu'acheter un McDo, c'est quasi impossible. C'est le truc, tout le monde se barre. C'est chaud, quoi. C'est compliqué, mais il y a des franchisés de l'âge de mon père qui partent. Donc, C'est ça. dans ces 10 prochaines années, il y aura une ouverture de marché. Après, généralement, évidemment, il faut soit, comme moi, avoir fait le parcours en interne, mais là, c'est 20 ans de franchise, tous les postes jusqu'à superviseur. Moi, j'étais superviseur. Ils ne le vendent pas. Non. Quand tu viens de l'interne, jusqu'à superviseur de plusieurs restaurants, et puis après j'ai passé 3 entretiens sur une période d'1 an, voilà. Donc ils prennent très au sérieux leur. Mon dernier entretien était avec le vice-président. Enfin voilà, j'ai un entretien aussi de personnalité. Pendant 1h30, on m'a posé des questions sur ordinateur. J'ai dû rédiger mon CV en manuscrit que j'ai réécrit 4 fois pour être bien détendu. Donc c'était un gros moment de stress pour moi. Très sérieux, quoi. Ouais, très sérieux. Ou alors tu viens de l'externe, tu es déjà chef d'entreprise, et là pareil, 3 entretiens, une formation d'1 an à tes frais. Et 2 franchisés qui vont t'évaluer du poste d'équipier comme j'ai commencé. Donc même si on peut être chef d'entreprise de n'importe quelle entreprise, tu commenceras équipier. Ça ne va pas durer longtemps. Mais pendant 1 an, tu seras de équipier jusqu'à directeur de restaurant. Et pourquoi c'est important de les faire venir de équipier jusque-là? Pourquoi ça? Parce qu'à aujourd'hui, comme ce que je vois chez moi, quand j'embauche de l'externe avec des gens qui ont un niveau scolaire assez élevé, ils n'ont pas ce mindset, ils n'ont pas cette façon de faire, la façon de s'exprimer. Nous, on fait passer les examens, des techniques de base en management 1, 2, 3. D'autres techniques de management pour gérer les directeurs, les superviseurs, l'opérationnel, les commandes, les ressources, plein de choses. Je pense qu'on va essayer de comprendre le job de base. C'est assez compliqué parce qu'en fait, aujourd'hui, quelqu'un qui a un gros niveau d'études, typiquement, en marchant dans la salle du restaurant, il ne va pas forcément voir le client qui a besoin d'une aide, le petit papier ou la petite serviette qui est tombée par terre, pas une advertence. Moi, je ne peux pas avoir aujourd'hui embauché quelqu'un qui ne va pas se baisser pour ramasser une serviette qui est par terre. Moi, je le fais. Je ne suis quasiment pas une semaine sans montrer que, attention, à la veille, en soulevant la cuvée des toilettes, j'ai vu quelques traces, claques. Dans les stocks, j'ai regardé, les cartons ne sont pas forcément bien fermés. Le premier entrée, premier sortie pour la sécurité alimentaire. Toutes les semaines, moi, je vais voir directement l'équipier si je ne vois pas le directeur. Comme ça, je lui pose la question, je ressens un petit peu comment il est. Et puis, je lui donne ces petits trucs et astuces. Donc, les petits détails. J'ai l'impression que tu es beaucoup dans les détails, particulièrement pour être champion en tant que pilote. Parle un petit peu, combien ça... ce qu'on comprend le business model, donc, ça coûte combien plus ou moins d'acheter un McDo? Et à la fin, si c'est OK de partager, c'est quoi les bénéfices par McDo que tu arrives à dégager? Un chiffre d'affaires moyen en France de McDo, à l'année, c'est 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. En moyenne. Voilà. Après, ça dépend vraiment de là où il est placé. Moi, j'ai des restaurants qui sont soit en centre-ville, soit en zone de faculté, où le plateau moyen est petit, le pouvoir d'achat est faible, où moi, je vais avoir des rentrées qui sont faibles. J'ai d'autres restaurants qui sont beaucoup plus de la famille, où les rushs sont très condensés, mais il n'y a personne l'après-midi, le matin ou le soir. Là où je vais gagner beaucoup plus d'argent, et puis ça dépend de ton crédit aussi, puisque en fait, tu achètes le restaurant 3 millions, on va dire, en moyenne. Donc, tu dois avoir 1 500 000 euros, 400 000 euros de côté, parce que c'est la sécurité que McDo te demande qui ne font pas partie de ton emprunt. La fameuse trésor au cas où. Voilà, donc ça, c'est la grosse partie de sécurité qui est compliquée. Moi, honnêtement, si je n'avais pas eu mon père, je n'aurais pas pu le faire. Très compliqué. Mais ils sont en train de revoir un petit peu le business là-dessus, pour ouvrir un peu justement voilà, les portes de la franchise. Et puis tu as un crédit qui est sur 7 ans généralement. Donc quand tu achètes un restaurant, pour être honnête, la plupart des business, la plupart des restaurants, ils mettent 2 à 3 ans avant d'être flat en bas. On perd des sous au début, parce que l'investissement est tel, et il faut faire des OP marketing, il faut vraiment booster les équipes, faire du recrutement. C'est une nouvelle équipe, il y a beaucoup de turnover au début. Donc ouais, ça met généralement entre 1 et 3 ans à être à zéro. Après, tu gagnes des sous, et généralement, après la 7e année, quand tu as remboursé, c'est là où ça va. Maintenant, généralement, entre 8 et les 9 ans, 10 ans, il faut changer la déco intérieure, il faut remplacer du matériel. Il y a toujours du réinvestissement. Et la petite astuce aussi de chez McDo, ils te disent qu'au-delà d'un certain volume d'investissement, ton prochain contrat, qui est tous les 20 ans, ne pourra pas être augmenté de plus de 1%. Donc ils te challenge sur l'investissement et la vétusté à refaire dans ton restaurant. Hein. Et en général, si c'est OK de partager, un bénéfice d'un McDo en général, malgré après la redevance de 25%, de 20-25%? En moyenne, tout en bas, ça dépend combien tu te payes aussi, enfin, ça dépend ce que tu charges dans la société. Il y a vraiment de rien, parce qu'il y a des gens qui font beaucoup de chiffre d'affaires, qui gagnent pas beaucoup d'argent, et d'autres qui serrent les vis, mais à côté de ça, McDo ne leur donnera pas d'autres restaurants. Parce qu'ils serrent trop et ils se disent que c'est pas un bon représentant pour la marque. Je dirais qu'en moyenne, tout en bas, on peut gagner dans les 150 000 euros par an, 150, 200. Okay, pour un restaurant qui fonctionne bien. Moi, j'en ai un où là j'ai des restaurants. Aujourd'hui, on est au mois de juin, je perds 20 000 euros. Et pourtant, ce n'est pas des ouvertures.
Parce qu'on a fait une grosse campagne de recrutement, parce qu'on a mis les bouchées doubles sur le marketing, donc il faut savoir aussi penser long terme. se refaire. Moi, j'ai un restaurant qui est payé depuis l'année dernière. J'ai 1 million d'euros d'investissement début 2023. Parce que je refais la déco, parce que je vais avoir des concurrents bientôt, parce que je fais un jeu intérieur, parce que je veux mettre le paquet. Donc en fait, c'est vrai que c'est un peu variable. Donc il y a quand même ils vous transmettent des clés, des systèmes, la formation, mais après c'est une vraie entreprise et après tu pilotes un peu comme tu veux aussi. C'est ça. Quelle est la force? Donc là on parle de quoi? Donc là parler de redevance, pas vrai? L'histoire, tu vas en parler rapidement ou... Très rapidement, parce que je pense que la force de McDo vient de son histoire aussi. Donc je vous ai un petit peu introduit tout à l'heure comment ça s'est passé. McDo, ça a été le premier restaurant qui a servi un burger en moins de 30 minutes à l'époque aux États-Unis. C'était assez rare. Le premier restaurant fast-food qui a créé des process. Et ça, les process, c'est vraiment la force de chez McDo. C'est-à-dire que par exemple, on dit voilà, il va y avoir un nouveau sandwich demain. On a un book qui fait 15 pages. Où ils vont te dire, voici des photos de la cuisine numéro 1, 2, 3 en fonction des bâtiments. Le pot d'oignon frit, il va être là. Le pot d'oignon royal, il va être là. Les cornichons vont être là. Tout est étudié. Dans les protéines qui sont stockées 20 minutes à température après d'être cuites, avant d'être jetées, évidemment, la première protéine la plus utilisée, elle va être à la hauteur de la main. Si tu vends un peu moins de filets aux fiches de poisson, tu vas les mettre plus haut parce que le geste est un petit peu plus long. C'est une demi-seconde. C'est un peu plus de contraintes. Donc en fait, tout ce qu'on va vendre le plus, opérationnellement, va être à portée de main. Vraiment, le secret de chez McDo, c'est un geste, une seconde. Un geste, une seconde et les as à leur place. Et les quoi? Les as à leur place. Quand on est formé, quand on est bon, en fait, tu vas former les gens, tu vas leur faire une formation polyvalente, tu auras toujours quelqu'un qui sera meilleur en com, meilleur en cuisine. On a des équipiers qui viennent chez nous qui nous disent « Moi, je ne veux pas parler à des gens. » Mais par contre, ils envoient vraiment fort en cuisine. Ils sont comme ça, ils n'ont pas trop envie de contact. On les met sur le poste qui leur convient, et ça y va. Donc les as à leur place, c'est en gros voilà, ta compétence, tes envies, tes horaires, tes disponibilités. On te met là où tu vas être fort. Voilà. Et même jusqu'aux horaires, jusqu'au recrutement. Tu veux travailler quand? Ok, on a une place, pas une place. En plus, nous, on a une franchise, donc on peut après les ventiler sur d'autres restaurants. T'es véhiculé, t'es pas véhiculé. Ok, pas véhiculé, centre-ville. Enfin voilà, vraiment, nous, on s'adapte à tout ça. Et je pense que ça fait partie des grosses forces de McDo, d'avoir rentré des process qui sont juste incroyables. On a un contrôle de sécurité alimentaire, enfin, presque personne ne le sait, mais on a des contrôles tous les mois. Ils prennent une quinzaine de produits. On est pratiquement sur NCIS, ils arrivent avec des petites fioles, on dégoupille, on prend les surfaces propres, les surfaces utilisées, les surfaces en cours d'utilisation. On vérifie l'aseptisation, ils prélèvent des glaçons, des sandwichs, des salades. Tout est étudié biologiquement, chimiquement, et puis on reçoit les résultats la semaine d'après. Et on a aussi 4 audits de A à Z dans l'année qui font une demi-journée. Ouais, c'est plutôt assez costaud. Mais ce qui permet d'avoir une ça fait partie de la force. exceptionnelle. Voilà. Ils sont dans le contrôle, c'est vrai qu'on n'a pas toute l'attitude, je négocie pas mes prix, je ne vais pas chercher mes fournisseurs, je ne décide pas des sandwichs, malgré, même si j'ai plein d'idées, ou pour faire des produits veggie, je ne peux pas. Mais par contre, voilà, on a un packaging, c'est pour ça qu'on paye beaucoup de redevances, qui est juste exceptionnel. Incroyable. Qui voit la puissance des process ici? Donc non, moi j'entends ça et on se dit ça, attends, une demi-seconde. Et on a parlé un peu d'optimisation tout à l'heure, donc on commence à comprendre, mais qu'est-ce que ça fait sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ces petites demi-secondes, ces quarts, je sais parce que vous avez l'air d'être chez McDo, mais complètement dingue de... Tu me parlais à un moment quand on discutait il y a plusieurs mois, tu me parlais de donner une serviette et pas 2. C'est ça. Certains équipiers, parle-moi un petit peu. Pourquoi c'est tellement important? Est-ce qu'on parle de 2 serviettes, c'est quoi le bordel? Et c'est pourquoi une seconde là? Pourquoi c'est tellement important? En fait, moi, je vais vous donner 2 petits exemples que je cite souvent à mes équipiers quand ils produisent, par exemple, en cuisine ou quand ils sont en service. Des fois, je vois, on a des niveaux de production. Alors, le matin, on rentre dans l'ordinateur, nos ventes, nos nombres de transactions, en fonction des journées de référence qu'on a sélectionnées avant, N-1, le mois -1, la semaine dernière, etc. Vacances ou pas, donc il faut s'ajuster. On met des journées et après, ils nous sortent des niveaux de production qui sont au-dessus sur les écrans en cuisine. C'est-à-dire que de midi à midi 15, tu vas avoir 10 steaks pour faire les burgers, tu vas en avoir 4 pour faire les sandwichs signature, tu vas avoir 4 filets aux fiches, tu vas avoir 2 pâtis de chèvre pour les veggies. À midi 15, midi 30, tu vas passer sur un autre niveau. Donc en fait, l'équipier qui sera en cuisson... Tu as un truc de productivité. Ouais, il check ses niveaux, il regarde, et en fonction de ce qui part, d'où on communique, attention, je te prends 2 boîtes de 4. Ok, claque les niveaux, 2 boîtes de 4, je plonge. Hop. Et en fait, tout ça, c'est vraiment préparé en amont. C'est-à-dire que c'est avant que la commande arrive. En fait, nous, on a un modèle de la journée.
Maintenant, ça n'empêche pas qu'on fait les sandwichs à la commande, mais comme en fait, on a vraiment beaucoup de data et qu'on essaie d'optimiser au mieux cette préparation. Donc vous savez qu'à l'avance, il va y avoir tant et tant. On a des niveaux de production qui se mettent déjà, qui se calent. Donc on ne peut pas vraiment être complètement dans le faux comparé à il y a 10, 15 ans ou 20 ans où on disait tiens, bon, toi, tu es un ancien manager, tu vas aller en cuisine parce que tu vas sentir le truc. Tu vas voir les clients sur le parking, tu vas envoyer des sandwichs. Là, c'est fini. En fait, nos sandwichs, maintenant, ils sont issus du système un peu américain à la commande. Donc, il y a juste les protéines qui sont cuites un petit peu en avance, qui restent, en fonction de la protéine, 10 à 20 minutes maxi avant d'être jetées. Et même si on a des protéines et qu'on s'est un peu loupé dans les niveaux, c'est dommage, mais en fait, on jette la protéine pour la sécurité alimentaire et puis la qualité des aliments, on ne peut pas se le permettre. Donc, la question va se poser, mais pourquoi forcément vous prenez le risque de jeter la protéine pour la rapidité? C'est quoi? Bah, en fait, ce qu'il faut gérer dans tout ça, alors je vais revenir sur ton exemple, parce que je ne l'ai pas cité. En fait, moi, vraiment, j'essaye de rendre le côté, pas que marge, parce qu'en fait, un équipier qui travaille pour moi, quand je vais lui dire, attention, tu as vu tes niveaux, là, il y a trop de ça, il y a trop de serviettes, tu mets dessus que tu dois en remettre qu'un. En fait, il va se dire, ouais, mais en fait, c'est parce qu'il veut mettre de l'argent dans la poche, c'est ça. Mais déjà, d'une, il y a le côté écologique, enfin, on est tous assez sensibles à ça. Moi, je retrouve des sachets de sauce, de sucre, des touillettes, des couverts, des paquets de serviettes dans les poubelles. Ça me rend dingue en fait aujourd'hui. Nous on essaye de faire chacun à notre niveau des petits efforts, et à côté de ça il y a ça. Donc il y a le côté au fait raisonnable. Et puis maintenant il y a le côté perte aussi, c'est pareil, la perte des produits finis. Je leur explique souvent, des fois j'arrive le matin, je fais plusieurs restaurants, j'arrive à un restaurant, il est 10h, j'ai le quoi de faire 4 grandes frites, et il n'y a pas un client. Parce qu'il y en a eu un juste avant. Je dis bon écoute, ok, donc tu t'as plongé, ah oui je me suis un peu trompé, ok. Je lui dis, mais ce soir, t'es en couple? Alors, des fois, ça les casse un peu. C'est ce que tu fais des fois dans les meetings. C'est vrai que ça nous ressent tout de suite. On n'est plus dans le boulot. Oui. Donc vous êtes deux à la maison. Ouais. Ce soir, vous mangez quoi? Je sais pas. On va se faire un McDo ou je sais pas, une pizza, peu importe. Ok. Donc tu commandes 2 pizzas ou t'en commandes 5? Ah non, je commande 2. Ah ok. Parce que là, regarde, en fait, tu vois, t'as plongé, il n'y a personne. Je vais devoir le jeter, ça me fait mal au cœur, c'est dommage. Regarde, si je fais 5 grandes frites, c'est ça le prix de vente, ça me coûte tant, et en fait c'est poubelle, c'est dommage. Et là l'équipier tout de suite, il fait, ok. Il va pas se dire, non, toi tu penses qu'à tes gains et à rien du tout d'autre. Et ce qui est en plus, ce qui est vrai, c'est qu'à un moment donné, il faut être raisonnable. Bien sûr. Et il faut fonctionner avec son temps. Donc en fait, tous ces protestes nous amènent à... Tout est lié. La préparation, le côté évidemment opérationnel, productivité, la marge, l'écologie, tout ça c'est un cercle. Et moi en tout cas, j'adore bosser ça pour essayer d'optimiser tout le moindre geste, le moindre déplacement. Quand je ramène des produits du stock, je ne vais pas faire 3 allers-retours. Ça sert à quoi? Pareil en cuisine, tu vois, j'essaie à chaque fois de faire des petites blagues, d'essayer de les motiver et qu'ils prennent conscience que, je leur dis des fois, tu veux pas travailler moins pour gagner la même chose? Ah si, je veux bien. Regarde, fais comme ça, tu te positionnes là, clac, là tu fais ça. Et tu vas économiser 100 gestes en 1 heure. Ok, d'accord. Et là, le message, il passe super. Et mais pourquoi c'est important là? Pourquoi à la fin de l'année où... C'est quoi ces petits gestes, ces petits trucs? Qu'est-ce que ça fait comme un impact? Là, si on parle financier. C'est énorme. C'est énorme. Le fait d'économiser, de jeter un pistolet qui déraille un peu, qui va mettre une dose de sauce et demie au lieu d'une. En fait, là, on est entre les milliers d'euros et les dizaines de milliers d'euros. C'est vraiment énorme. On borde tout ça sur nos bilans qu'on appelle les P&L, Profit and Loss. C'est le système un peu plus américain. Et nous, on a clairement, un restaurant bien géré et mal géré, on peut avoir 20-30 000 euros d'écart à la fin de l'année. Vous voyez, qui comprend que une serviette par-ci, un petit truc par-ci, un petit truc par-là et un machin, ça peut avoir des dizaines de milliers d'euros. Qui va avoir 30 000, 50 000 euros en plus sur le compte? Donc le pouvoir des process, ça c'est extraordinaire. On avait d'autres choses peut-être que tu voulais qu'on voit. Attends, je veux juste être certain. Est-ce que vous pouvez secouer la personne à côté de vous, chiquija? Je veux juste être certain qu'il soit réveillé. On va parler de KPI peut-être où il y a de KPI si tu veux, pour enchaîner. On va parler de ça. Attends, juste check l'heure. On est pas mal du tout. Qui apprend beaucoup là? Donc pour certains, les process. Donc certains, qu'est-ce que tu as envie de dire au passage pour toi qui es chez McDo? Tu dis, là on a chez entreprises qui n'ont pas franchisé, etc. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Pourquoi c'est important qu'ils prennent très au sérieux leur process? Quel serait le conseil que tu puisses donner avant qu'on pivote sur les KPI? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour qu'ils mettent des process en place? Quels seraient les premiers gestes qu'ils pourraient faire? Pourquoi c'est important? Moi je trouve que la première chose c'est vraiment d'optimiser son espace. C'est tout bête. Moi quand je suis arrivé dans mon restaurant, pardon, j'ai rangé ma chambre. Je suis allé dans mon bureau, j'ai fait le tri. Et en fait, je veux avoir l'esprit clair.
C'est-à-dire que je me suis gardé qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui ne me sert pas. Les classeurs, les 10 mots de travers, je ne voyais pas, les vieilles factures, j'ai fait le tri, ça m'a pris une semaine. Et l'air de rien, pour moi, c'est le premier conseil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand soit vous rachetez quelque chose ou vous le créez des choses qui sont à votre image et mettez de la structure. On n'est jamais aussi performant qu'en sachant où sont les choses, comment on va les faire, il faut en tout cas tout écrire. C'est ce que j'ai aussi appris avec toi. C'est-à-dire qu'on part d'une feuille blanche, on s'inspire des modèles inspirants, et à ce moment-là, on crée aussi avec ses sensibilités. C'est-à-dire que voilà, où on veut aller, et c'est très important d'avoir son idée. C'est quoi mon idée de départ? Où est-ce que je veux aller? Quel argent je veux gagner? En combien de temps? En combien de temps je vais rembourser mon crédit? Il faut vraiment se fixer des objectifs. À partir du moment où on n'a pas d'objectif clair, on ne peut pas avoir de résultats performants. C'est impossible. Donc, il ne faut pas hésiter à se challenger, à avoir des objectifs, comme on le dit chez McDo ou peut-être ailleurs, SMART, spécifiques, mesurables, accessibles et réalisables dans le temps. Et temporel, c'est ça. Voilà. Donc c'est hyper important voilà, de se fixer des objectifs. Après, nous, on a la chance d'avoir une franchise, donc on a déjà des PNL, des bilans, on va dire, moyens. On a des gens qu'on peut aussi payer ou des fois des formations gratuites sur l'optimisation de la marge, des coûts produits, de plein de choses. Donc il ne faut pas hésiter de s'inspirer. Moi, actuellement, on est dans une période de recrutement qui, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui est un peu complexe. Encore une fois, les as à leur place. Moi, je ne suis pas un as de la RH. Et je m'entoure de personnes qui le sont. C'est pour ça que ma femme aussi travaille avec moi pour ce parti marketing et recrutement. Voilà, moi, je n'avais pas l'habitude. En fait, moi, l'habitude, les CV tombaient en papier. Ils remplissaient ma banette tous les jours. Et puis, quand je voyais McDo MAC, je dis, bah, écoute, toi, tu n'as pas étudié la marque, je déchire le CV et tu repostuleras plus tard. C'est fini maintenant, c'est fini ça. Bon, en fait, il faut vraiment s'inspirer des choses, il faut ouvrir vraiment ses yeux, il ne faut pas hésiter. Moi, en fait, que j'aille dans un restaurant d'autoroute, dans un restaurant gastronomique ou dans tout autre point de restauration, je regarde le plafond, je regarde si l'aération est propre, je regarde le sol, je regarde comment les serveurs m'ont accueilli, je regarde comment fonctionne la porte à l'entrée, les toilettes, est-ce qu'il y a du papier, est-ce qu'il y a la serviette, comment je fais, je vais le jeter où. Tout ça, en fait, pour moi, ça m'interpelle. Le robinet, est-ce qu'il est propre? Les toilettes, voilà. Tous ces petits détails jouent énormément sur le résultat à la fin. Ouais, on peut vraiment s'inspirer de tout ce qui se passe dans le monde entier, que ce soit l'hôtellerie, la finance, l'ingénierie, plein de choses. Donc il faut surtout, pour moi, partir d'une feuille blanche, se fixer des objectifs qui sont plutôt élevés mais réalisables, et puis s'y tenir et avoir vraiment quelque chose de clair et aussi le communiquer à ses équipes. C'est très important parce que moi-même aussi, j'ai fait quelques erreurs dans le passé que je suis en train de corriger maintenant. Je pense il y a deux choses chez McDo, on se dit toujours, il y a la règle d'argent et la règle d'or. La règle d'argent, c'est généralement tu vas donner à ton collègue, ton employé, ton associé, des choses, mais que toi t'aimerais. Toi t'aimerais qu'on te donne ça. Donne-moi un exemple. Par exemple, je vais te positionner sur un restaurant en tant que directeur. Je vais te dire, écoute, donc tu dois réaliser tel objectif, est-ce que tu es d'accord? On l'étudie ensemble, c'est d'accord. Pour ma part, je vais te dire, bon, ok, voici les indicateurs, voici la formation que je peux t'apporter, et puis je vais venir 2 jours par semaine chez toi dans ton restaurant. Ok, ça te va, et puis on se revoit dans un mois. Sauf que cette personne-là, elle est peut-être beaucoup plus opérationnelle, elle est peut-être beaucoup plus sensible, elle est plus émotionnelle. C'est pas 2 jours par semaine. C'est pas ce que moi j'aimerais que je vais lui donner. La règle d'or chez nous, c'est il faut donner ce que l'autre a besoin, pas ce que toi tu as besoin. Et moi, je sais que personnellement, j'ai laissé beaucoup de latitude parce que moi, j'aime bien, une fois que les objectifs sont clairs, j'aime bien qu'on me laisse et que moi, j'actionne sur le terrain. J'aime pas trop qu'on me materne tous les jours, ça me gonfle un peu. Et ben, j'ai fait pareil avec mes directeurs et mes superviseurs et mes directeurs de marché. Ça a fonctionné pour la plupart d'entre eux, mais il y en a certains qui se sont sentis délaissés. Et il y a certains qui ont même fait des erreurs, et ils me l'ont avoué plus tard, hein, presque intentionnelles. Je dis, pourquoi t'as pas fait ça? Ça fait 10 ans que tu travailles avec nous. Ouais, mais de toute façon, on se voit pas souvent, donc je pense que tu t'en occupes pas, c'est pas grave. Donc il ne l'a pas fait alors qu'il savait quoi faire. Pas adapté correctement. Exactement. Je ne me suis pas adapté, j'ai pas adapté mon management en fonction de chaque personne. Parce que nous, que les employés, honnêtement, aient 17, 18 ans, 35, 40, 50, au final, il y a le vocabulaire qui change un peu, c'est pareil. Excellent. Parlons un petit peu de KPI. Okay, quels sont les KPI? Je rappelle, KPI, vous avez commencé à comprendre ce que c'est pour certains Key Performance Indicator. Parlons un petit peu de ça. Qu'est-ce que vous mesurez chez McDo? À quel point vous êtes derrière? Et juste avant cela, quel serait un conseil que tu donnes par exemple les gens, les process? Quand vous parlez de process, là, chez McDo, j'ai l'impression que c'est le détail du détail du détail. C'est des photos, voire des vidéos, tout un process.
Et ça, est-ce que tu penses que n'importe quel business pourrait faire ça? Ouais. Sans problème. Tous. Donc en fait, pourquoi c'est important? Parce que quoi, on le fait une fois et après on gagne un temps de fou, quoi. C'est ça, on le fait une fois, alors faut pas. Enfin, chez nous, on a beaucoup de turnover en tant qu'équipier, parce que c'est des étudiants. Donc en fait, on est vraiment en formation. Raison encore plus de l'avoir. C'est ça. Maintenant, moi, je me dis toujours à mes directeurs ou mes superviseurs, écoute, tu as mis ça en place, tu as les bons résultats. S'il faut que tu y reviennes 1 à 2 fois dans l'année, tu as gagné. J'en ai certains qui étaient déçus. Ils m'ont dit, ouais, mais j'ai passé 3 jours avec lui il y a 6 mois, c'est pas normal. Je dis, écoute, tu l'as revu 1 fois dans l'année, c'est pas grave. Par contre, quand tu dois soutenir quelqu'un et que tous les mois, tu es obligé d'être derrière lui, soit ton discours n'a pas été bon, parce qu'il faut se remettre en question évidemment. C'est pas l'autre est mauvais, il n'a pas compris ce que je lui ai dit, je laisse tomber et on travaille plus ensemble. Non. Moi, la première chose que quand quelque chose ne va pas dans un de mes restaurants, je ne vais pas dire c'est le directeur, c'est lui, il n'est pas bon. Non, je me dis moi, quel est le message que j'ai passé qui n'a pas été compris par mon équipe? Je ne l'ai peut-être pas passé de la bonne façon, à la bonne personne, pas à la bonne récurrence, pas dans les bonnes conditions. Est-ce que c'est dehors avec un café ou c'est assis sur une table? Rien à voir. Est-ce que j'ai sorti la personne du restaurant pour aller ou prendre un thé avec, le sortir, l'ouverture d'esprit, l'échange, ou est-ce que je l'ai fait entre 2 tâches dans le restaurant et je lui dis au fait, tu penseras à me faire ça, hein? Rien à voir. Donc ça, c'est hyper important de prendre du temps avec les gens et les process. Enfin, tout peut être fait même à la maison, hein. D'ailleurs, donc ma femme était à un moment donné, ça a été compliqué parce qu'en fait, j'ai commencé à dire dans le frigo, ça va être comme ça, et le premier entrée, le premier sorti. Donc voilà, on Monsieur process à la maison. Voilà. Mais en fait, non. Moi, j'hésite pas, à mettre, à faire des vidéos, des photos, à faire un book. Moi, McDo apporte beaucoup de choses, mais moi, en tant que jeune manager, j'avais pas de référent. Moi, j'ai fait un classeur, ça m'a pris à peu près presque une centaine d'heures. Mais moi, j'aime bien je suis très process, donc du coup, j'avais dit voilà, tu rentres dans le restaurant, en 1, tu fais ça, tu allumes la lumière, tu allumes le local électrique, tu fais ça, tu fais le tour du restaurant à pied, tu vois ce qui s'est passé hier. En fait, c'est des choses, c'est un support. Et ils ont un book. Ils ont un support. Ils ont un support, ils ont un guide de référence, et du coup, chaque métier c'est ce qu'il a à faire, et s'il est perdu pour X raison, qu'il est un peu dérouté et que son superviseur, son directeur ou son N+1 n'est pas là, il sait où trouver l'information. C'est hyper important. Tu vois que c'est super important ça. Ce qui fait que n'importe qui peut arriver et il peut suivre un process. Et ce qui fait que aussi, il ne perd pas de temps. Pourquoi avant un décollage, qui pense que les pilotes d'avion avant décoller un A380, ils ont des milliers d'heures derrière eux? Qui pensent ça? Des milliers d'heures. Pourquoi ils ont encore une checklist? Ouais. Et ils en ont beaucoup des checklists. Et ils en ont. Le carnet qui. Je pense que tu as déjà été devant. Moi, j'étais avec un pilote. Derrière, j'étais, parce que je le connaissais. Et la checklist, il y avait essence, machin, fuel, machin, dada, il teste ci, il teste là. C'est avant de décoller un truc avec 300 ou 500 personnes, tu prends pas de risque. Ils voient de quoi je parle. Et donc, imaginez-vous opérer un business comme ça. Donc, c'est des gens qui ont des milliers d'heures qui pourraient très bien dire je la connais cette checklist. Pourquoi on les force à avoir cette checklist? Est-ce que tu gagnes du temps si tu réfléchis plus? Moi, j'ai commencé à faire ça, par exemple, j'avais des sortes de checklists visuelles quand j'ai le basketball. Chaussures, chaussettes, shorts, t-shirt du bas vers le haut. Mais ce qui faisait gagner un temps fou, c'est que chaque fois, j'oubliais mon t-shirt, j'oubliais ceci, j'oubliais cela. Et je le fais pareil pour le sport auto, moi. Avant de partir, je dis bon, chaussettes, du bas vers le haut aussi. C'est bon, je peux y aller. C'est ça, checklist, quoi. Est-ce que tu gagnes du temps? Ça va gagner un temps fou. Qui voit de quoi je parle? Chaque fois, les gens ont fait quoi? Ah non, j'ai oublié, machin. C'est un bordel. Donc, moi, je suis pas le gars structuré. Toi, tu es beaucoup plus structuré. Mais j'ai appris à me structurer. Est-ce que ça fait gagner du temps? Ça évite les erreurs. Qui trouve que c'est con de perdre du temps et faire des erreurs parce que à la fin de l'année, ça coûte beaucoup d'argent? Tu vois de quoi je parle? Donc, process. KPI, parlons un petit peu des KPI. KPI, donc je vais vous donner, après j'ai donné une présentation à Max, il pourra sûrement vous donner quelques infos par rapport à ça. Donc nous, notre bilan se présente en 3 grosses parties. Donc on appelle PNL, Profit and Loss. La première partie, ça va être évidemment la ligne tout en haut, c'est les ventes. Donc les ventes nettes, alors elles sont là, parfait. Yes. Donc voilà, en fonction du chiffre d'affaires, on a un chiffre d'affaires, on a des ventes. Moi, je vous ai pas mis toutes les lignes parce qu'elles sont pas forcément toutes pertinentes. En tout cas, celles qui sont écrites sur les écrans, elles le sont. Et pour moi, c'est vraiment les indicateurs clés que je révise, que je vise et que j'étudie tous les mois quand je reçois mes PNL. Évidemment, l'achat de nourriture, c'est un pourcentage. Cet achat de nourriture, c'est le coût. Voilà, il représente à peu près entre 21 et 25%. Ok. Sur les ventes. Okay. Évidemment, plus on achète de nourriture, plus on dépense. Mais en fait, est-ce que les process ont été bons? Est-ce que la formation des gens a été bonne? Est-ce qu'on a mal commandé? Est-ce qu'on s'est trompé dans les commandes? On n'a pas pris les bonnes journées de référence? Parce que, on le verra juste après dans la dernière partie sur vraiment les clés du business. La première clé, c'est la prévision de chiffre d'affaires. Si je fais une mauvaise prévision, je ne vais pas acheter le bon nombre de nourriture, je ne vais pas planifier le bon nombre de personnes, etc., etc. Et ça, vous vous basez bien sûr sur la data. Ouais.
D'où l'important. Qui voit les data. data, tout niveau, vous voulez avoir la data. Combien de chiffre d'affaires qu'on a fait l'année dernière? Est-ce qu'on a un truc cyclique? Est-ce qu'en août on vend plus que machin? Est-ce que vous voulez savoir ça? Ce qui permet de dire bah tiens, on va réduire nos coûts là, on va faire ça, on va optimiser la machine. Les hôtels, ils font ça. Ça s'appelle ça comment? Je sais même plus comment ils s'appellent ça. Bref, un des membres du mastermind, je sais pas si c'était Pierre Bord, tu te rappelles, exact, ouais. PDG de Negresco. Il a optimisé le bordel pour passer de moins 1 million à plus 7,5 millions de cash flow. Parce qu'ils optimisaient, chaque tour, ils savaient que chaque année en août, ça s'est rempli, donc ils peuvent augmenter les prix là. Là, il n'y avait pas de remplissage, donc il fallait baisser un peu les prix là. L'optimisation, ça a l'air de rien, 10 € par-ci, 20 € par-là. Tu fais ça sur un an, c'est passe de moins 1 million à 7,7 millions 5. Qui pensent que ça fait une sacrée différence. Là, vous commencez à comprendre le pouvoir des petites choses, les petites rivières qui mènent au grand ruisseau. Tellement important. Je te laisse continuer. Et puis, non mais ce que tu disais, moi, il y a encore une quinzaine d'années, j'étais directeur. Moi, j'avais mes classeurs les 4-5 dernières années, chiffre d'affaires jour par jour. Nous, quand on a nos résultats à la journée, on leur fait mettre dans un planning book. Il y a les employés qui sont prévus à travailler. On les raye ou pas en fonction de s'ils sont présents, s'ils ont fait des horaires différents. On a notre chiffre d'affaires du matin, le chiffre d'affaires du soir. Et on a toutes nos ventes heure par heure. Et on peut même le découper en demi-heure. Wow. Donc en fait, moi, quand je faisais mes plannings, en tant que directeur, je prenais des journées de référence, moyenne, je les plaçais dans la bécane. Je prenais 2-3 journées de référence et après j'allais voir en fonction de mon planning de l'année dernière si la semaine correspondait. J'ai dit ok, là il y a eu ça, là il y a eu tel événement, soirée, basket, le match est sorti, on a fait plus 300 € pendant une demi-heure, etc. Donc en fait, quand on fait ces plannings, ce qui en découle après pour l'achat de nourriture, c'est qu'il faut être, j'étais à 50 € près, en fonction du quart d'heure de la demi-heure. Pas me le dire, bon, ça c'est incroyable. D'où l'optimisation, quoi. Qui voit l'importance des process et de l'optimisation ici. Optimiser. Vous avez vu tout à l'heure, t'optimises un petit peu, boum, méga chiffre d'affaires. Donc évidemment, dans l'achat de nourriture, les pertes, hyper important. Donc les pertes, ça peut être aussi camouflé, puisque moi des fois j'ai des taux de perte qui sont... Alors un taux de perte correct chez nous, on va dire c'est à peu près 0,8% des ventes. 0,8. Des fois je vois des trucs 0,2, 0,3, on pourrait dire waouh, super, t'as fait un super boulot. Non, elles ne sont pas notées. Ah. Donc des fois tu le 0,8, le retrouves plus bas. C'est rien, 0,8. Ouais. Déjà ça me stresse. Mais non mais t'imagines, mais toi qui penses dans un restaurant, c'est beaucoup plus que 0,8%. Tu vois, mais c'est pour ça que McDo s'appelle McDo. Hein, donc voilà, évidemment, où sont positionnées les feuilles, comment on les note, qui le fait, à quel moment de la journée. Tout ça c'est calé dans la cuisine, c'est jamais au hasard. Incroyable. Il y a un cadre exprès posé sur un mur, etc. Évidemment, donc la première partie, donc ça c'est toutes les ventes, achats, pertes, et après, alors nous on a aussi les repas équipiers parce qu'ils mangent sur place. Je vous l'ai pas mis parce que c'est pas commun à tous les business. Et puis après, il y a la marge et les bénéfices bruts. Voilà. Alors, un ordre d'idée, ça dépend aussi beaucoup des restaurants, puisqu'un restaurant de centre-ville va vendre des plus petits sandwichs, un restaurant de famille va vendre des plus gros, des produits à forte marge, donc c'est différent. Mais en moyenne, on peut dire que chez nous, on fait à peu près 75% de marge brute. Ce qui nous permet de payer les loyers. Et les redevances. Et les redevances. Incroyable, donc un business à 75%, voilà, 75%. De marge. Le café, les crêperies, les pizzas font plus. 75%, un business à 75% de marge dans la restauration. Qui trouve ça complètement dingue? Un business normal, c'est 10, 20, 40% dans les services, mais là, dans la restauration, faire du 75%. Alors, le café exceptionnel, les pizzas, les crêpes exceptionnelles. On est en Suisse, les montres, ils font la même marge. C'est clair. Ah oui, ils font la même marge. Donc voilà. Si on vous dit qu'on ne peut pas avoir des réductions sur les montres, c'est pas vrai. Ils font au minimum 50%. Au minimum. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Connaisseur. Excellent. L'importance des marges plus vos marges sont élevées. C'est ça. Excellent. Nous, c'est notre première partie de bilan. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les dépenses contrôlables. Les dépenses contrôlables, en premier, donc il y a les main-d'œuvre. Donc il y a la main-d'œuvre équipier. Donc on paye les équipiers qui travaillent pour nous. Donc c'est beaucoup de temps partiel, tous en CDI. Et puis après, on l'a séparé en plusieurs parties, c'est-à-dire salaire manager et charge sociale manager. Parce que le manager qui va être nouveau ou le manager qui va avoir 5, 6, 7 ans d'ancienneté, qui aura passé des niveaux d'examen, ne va pas être payé de la même façon. Donc pour nous, c'est important de décaler ces deux lignes en disant, voilà, il y a peut-être des restaurants avec une équipe qui est très aguerrie, d'autres une équipe plus nouvelle. Donc en fait, c'est pour nous repérer comment on en est et voilà, éviter de reprendre d'autres tableaux sur l'ancienneté. Excellent. Et puis après, on a le total manœuvre. Évidemment, le total manœuvre, c'est aussi un des nerfs de la guerre. Donc il y a la première partie nourriture et la deuxième partie total manœuvre. On fait sa prévision, on fait ses achats et derrière, on place les gens. On place les gens sur le planning. C'est-à-dire que nous, on a des plannings vraiment qui sont pas identiques d'une semaine sur l'autre. Hein. On n'a pas des shifts fixes. Les équipiers, en fonction de leurs demandes, ils ont des plages de disponibilité et nous, on les place dans leur plage de disponibilité en fonction du chiffre d'affaires qu'on a prévu. C'est pour ça que la prévision, on découle aussi
tes achats et tes embauches, ton nombre d'embauches. Parce que nous, on a tous les jours, tous les mois, on a des gens qui partent. Parce qu'ils font les études, parce qu'ils changent de ville, parce que c'est des jeunes, et parce que voilà, ils bossent 2, 3 mois, 6 mois, 1 an, et après ils partent. On a à peu près 50% de turnover, donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment anticiper le recrutement. C'est hyper important. Et puis le total main-d'œuvre, voilà, en gros, le total main-d'œuvre maintenant, donc on a des nouveaux équipements, on a eu beaucoup de choses qui ont évolué chez McDo, il est aux alentours de 25-26%. Ok. Voilà. Excellent. Toujours sur le chiffre d'affaires, sur les ventes. En dessous ça, donc on est toujours dans la partie dépenses contrôlables. Dépenses contrôlables, c'est tout ce qu'on peut, sur lesquels on peut influer. Donc évidemment, il y a la promotion locale. Ça va être tout le côté marketing. Les panneaux publicités, les annonces radio, les bus, voilà, les partenariats avec les clubs sportifs. Nous, on en fait beaucoup au Mans. On sponsorise beaucoup les clubs, que ce soit du foot, du tir à l'arc, du handball, du volley. On essaye vraiment de leur donner des coups de main pour que les clubs puissent vivre. Et puis, tu fais de la promotion aussi pour ton business, évidemment. Service extérieur, ça c'est hyper important. Donc ça, c'était réparation. En fonction de chacun d'entre vous où vous en êtes, je sais que moi, en tout cas dans notre business, on a des entreprises comme Coca-Cola, comme des entreprises privées qui passent, mais qui passent pour faire des réparations. Des fois, donc la personne vient, elle dit ah bah tiens, il y a ça comme problème, j'ai pas l'outil. Il revient, il repart, il revient. Chaque fois, c'est 100 €. En fait, nous, on a dédié, comme on a beaucoup de restaurants, maintenant, on a acheté un local, on a du matériel d'avance. On a un responsable logistique, 2 techniciens, et en fait, on fait 80% de nos réparations en interne. Et on a formé ces personnes-là pour réparer. Ça me dit beaucoup alors. Ouais, c'est un niveau coût, mais en fait, on y gagne au bout du compte. D'avoir plusieurs gaz ou plusieurs. J'ai pas de société extérieure. Moi, dès que j'ai un toaster, un grill en panne, j'en ai un qui est directement prêt dans le local. En quelques heures, il est opérationnel. Je perds pas de chiffre d'affaires et la machine peut continuer à fonctionner. Ça, c'est hyper important. Qui voit que les pros mesurent, les amateurs supposent. Les pros optimisent. C'est ça. Et puis, bon, fourniture exploitation, c'est tous les produits qu'on a besoin pour entretenir le matériel, pour faire vivre le restaurant. Ça peut être de l'imprimante, du nettoyage des différents ustensiles. Là aussi, c'est quelque chose qui représente 15 à 20 000 € par an par restaurant. C'est pas anodin. On est dans un business, il y a toujours des gens aussi qui ne sont pas forcément, il ne faut pas l'oublier, pas forcément bien intentionnés. C'est pour ça qu'on gère nos stocks aussi, au plus juste. Parce qu'évidemment, quand tu as 25 produits de la même référence, en prendre un, ça ne va pas se voir. Quand il t'en reste qu'un ou deux, ça se voit, forcément. Ça, c'est les petits détails aussi. Est-ce que mon stock est fermé à clé? Quand est-ce qu'il est ouvert? Qui y va? Combien d'allers-retours dans la journée? Qui fait la livraison? Parce que le livreur aussi a plus de déposer une palette, il manquait quelque chose. Donc en fait, nous, à chaque livraison, on check en même temps qu'il est là le bon de livraison, avec lui. Tout ça, c'est les petits détails et ça représente voilà, de grosses sommes à la fin de l'année. Évidemment, alors entretien, réparation, eau, gaz, électricité. Tout ça, c'est ce qu'on peut contrôler. Je ne vous ai pas mis la dernière partie parce que c'est les non contrôlables, enfin non contrôlables plus ou moins. Ça va être les assurances, enfin c'est des choses que tu peux négocier sur une période de temps ou sur une année. Ça va être ton cabinet comptable, ça va être voilà, toutes ces dépenses-là, mais tu n'as pas d'influence au jour le jour dessus. Donc je vous ai mis ça. Et donc ce qu'on appelle nous à la fin de cette grosse première partie, moi c'est vraiment ces items que je contrôle tous les mois. C'est le PAC, chez nous ça s'appelle le profit après contrôlable. Voilà. Vous appelez ça comme ça, donc vous différenciez les parties contrôlables. Ouais. Écoute, il nous reste 5 minutes, tu peux nous parler des clés de la réussite? Ouais. Yes. Qui apprend beaucoup. Qui apprend beaucoup, yes. Bon, voilà. Secoue la personne à côté de vous, chiquichicha. Voilà, c'est ça. Yes. Bon, je vous ai mis la petite photo parce qu'en même temps, elle est peut-être pas là, elle est là. Enfin, moi dans le business, il y a quelque chose que moi je suis super motivé par mon business et je suis un compétiteur, donc j'ai envie que ça marche. Maintenant, on a tous des rêves. Et moi, un de mes moteurs dans l'année, c'est pouvoir faire ça. Donc en fait, une grosse partie de l'énergie que je mets dans mon business, c'est parce que je peux m'échapper de temps en temps pour faire ma passion. Et ça, c'est hyper important. Je navigue pas à vue, je connais mon objectif et c'est pas une passion. Et ça, cheap, ça me fait vibrer aussi. Donc en fait, j'adore le contact humain. C'est une passion, c'est une passion au niveau mondial, mais du coup, c'est voilà. C'est aussi parce que je travaille fort et que je pérennise mes entreprises et que je les fais monter en compétences et en puissance, que je peux aussi moi-même financer une partie de mon sport automobile. Donc ça, ce truc, ça, c'est le moteur qui voit qu'il a un pourquoi fort. Il dit, je veux faire ça, il faut que je gagne de l'argent, let's go, ce qui te permet d'avoir ce drive et cette énergie, pas vrai? Exactement. Attends, ouais, voilà. Ouais. Oh, attends, ils vont te le remettre, si vous pouvez remettre... Attends, je l'ai peut-être ici. Ouais.
Parfait. Ah oui, les clés de réussite. Les clés de réussite, donc on en a quand même beaucoup parlé. On a quelques minutes. Là, je vous invite à être, en tout cas pour ma partie de business, je pense que ça peut correspondre à pas mal de vos business aussi. Pour nous, on parlait d'anticipation, c'est les prévisions de vente. Le nerf de la guerre chez moi, c'est les prévisions. Mauvaise prévision, voilà, mauvais chiffres. Est-ce que mauvais achat, mauvais recrutement, mauvais achat, tout est là. Donc vraiment les prévisions de vente, super important. Ça a des conséquences sur tout le reste. Le recrutement, on est dans une période de recrutement, enfin ça peut concerner plusieurs quand même d'entre vous. En tout cas, moi ça me concerne vraiment, là je suis au cœur du problème. Donc c'est fini, hein, le CV papier, c'est quasiment terminé. Donc maintenant, ça va être Le Bon Coin, Indeed, LinkedIn, les job dating dans les universités, nos partenariats, d'ailleurs grâce à Audrey, sur les écoles CCI, CFA, l'alternance, voilà, tout ça, c'est hyper important. Anticiper le recrutement, pour avoir des bons candidats, bons quoi. Ouais. Nous, on a, pour vous citer en nombre d'équipiers, on a 5-6 équipiers qui démissionnent tous les mois. Pour X raisons. Alors nous, on a aussi 60 équipiers à temps partiel, à peu près, entre 50 et 60 à temps partiel par entreprise. 6 managers, un directeur, le staff au-dessus, donc voilà, ça fait à peu près 300 personnes. 300 personnes au total. Ok, donc tu as intérêt à être... Donc le recrutement, c'est aussi le nerf de la guerre. Évidemment, quand on est en retard sur le recrutement, vraiment, ça, si je peux vous donner encore une fois un conseil qui est super important, on doit donner son niveau d'exigence. Si vous êtes en manque de personnel, si vous avez du personnel que vous n'avez pas forcément souhaité, mais vous vous dites « Ah ouais, mais il fait quand même l'affaire, je ne sais pas sur qui je vais tomber », il y a un moment donné, il faut quand même anticiper tout ça, et il faut trouver les personnes avec lesquelles vous avez envie de travailler. Moi, je leur dis tous les jours à mes directeurs « Pourquoi tu fais pas ci ?»« Ah oui, mais bon, lui, mais il était absent, mais c'est pas trop grave, mais en contrepartie, mais il manque toujours de personnes, mais ça va le faire. » Non, ça va pas le faire en fait. Parce que les gens peuvent partir du jour au lendemain, et nous, on n'y peut rien. Mais nous, par contre, tu maintiens les standards. Voilà, moi, ce que je veux, c'est, je leur demande à chaque fois 20 à 30% d'embauche en plus par rapport à l'objectif. Parce qu'il y a des gens qui vont venir au premier entretien, qui vont partir, certains, qui vont voir les process, les premiers rushs, ça ne va pas leur correspondre, qui vont partir. Et on se retrouve avec qui? Avec les gens qu'on n'a pas forcément envie, et les gens à qui ça ne correspond pas forcément. Il vaut mieux avoir trop de choix que pas assez, on est d'accord. Exactement. Ouais. Après, on se met d'accord. Vous, c'est la rapidité et la qualité. Le premier mois, voilà, il y a un mois de période d'essai. Au bout de 2 semaines, on se pose déjà. Tu as un métier, je t'ai formé là-dessus, ça te convient, oui, non, ça me convient, oui, non, est-ce que je peux te proposer autre chose? Et si ça ne nous convient pas tous les deux, on met fin à la période d'essai. C'est pas plus compliqué que ça. Mais pour avoir un niveau d'exigence élevé, il faut pouvoir avoir le personnel. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas imposer votre niveau d'exigence et du coup, vous allez être en retenue et vous n'allez pas insuffler la bonne énergie. Yes. Hyper important. Donc c'est un super conseil ça. Anticiper le recrutement, on en reparlera encore dans 2 jours et d'où constamment chercher du Ligue A. Ce que j'appelle le joueur de Ligue A. Si vous êtes toujours à dire « Ah, mais il faut que je prenne quelqu'un maintenant » et tu prends souvent un joueur de Ligue B ou C. Et là, ça coûte encore plus cher, t'es encore plus dans la merde. Mais il y a de tout, hein. On le voit aussi dans tes séminaires, il y a différentes personnalités. Il faut aussi des gens qui sont là juste pour faire une tâche qui est simple, parce que ça leur convient. Ils sont dans une zone de confort et ils sont bien comme ça. Et il y a des challengers. Yes. Et des fois, ça fait peur aussi d'avoir un challenger. Mais moi, je leur dis à mes directeurs, je dis « Écoutez, ouais, il est un peu instable. Des fois, il ne va pas forcément avoir la bonne com. Mais il veut aller où, ce gars-là? Ou cette fille-là? Elle veut être directrice. Et moi, quand quelqu'un me dit, quand il est manager, il dit, je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as une idée quand on fait les entretiens annuels? Et moi, quand on me dit, bah, manager, moi je vais être directeur, ou moi je veux prendre ta place. Génial. Moi, super. Et ces personnes-là, il faut arriver à les canaliser, et puis il faut les faire monter au plus haut. C'est hyper important d'avoir des challengers dans l'équipe. Il faut avoir de tout. Mais c'est monter les gens en puissance chez McDo, c'est très important. Exact. Ouais. Voilà. L'excellence opérationnelle, on en a parlé. Sur la productivité, sur les process, et puis les écarts de rendement, super important. Ça avait un petit lien avec les produits tout à l'heure. Moi, je regarde toujours entre ce que j'ai vendu, ce que j'ai produit, la marge que j'ai fait et l'écart de rendement. L'écart de rendement, c'est en fait ce différentiel. Ça représente un peu ta marge, mais en fait, ça dénote la performance du restaurant. Il y a aussi un autre point qui est sur le rendement. Nous, on travaille en VPHE, c'est-à-dire valeur par horaire équipier. Tout simplement, c'est-à-dire que je fais tant de chiffre d'affaires. Je vais mettre tant d'équipiers pour réaliser ce chiffre d'affaires. Je vais me fixer un objectif, donc ça va être de productivité. Voilà, par exemple, nous, typiquement, pour un rush où on va faire 1000 €, McDo nous demande de mettre 10 équipiers. Basiquement, c'est ça. Entre le drive, la cuisine, le comptoir, etc. En tout cas, nous, au Mans, quand on a l'équipe vraiment qui est bien formée et on tend vraiment vers ça en ce moment, on n'en met pas 10, on en met 8. Le client est même servi un peu plus rapidement que les temps de la région et le temps au national. Les gens sont motivés et on a des bons managers et des gens qui emmènent les gens et la productivité, elle est là. Mettre trop de personnel, les gens vont se fatiguer, ils vont être un peu mous, et ils vont pas avoir envie de bosser. Vous en mettez pas assez,
ils vont être Ouais, le couteau ouais, sous la stressés, gorge, comme moi aussi. au bout d'un moment, ils vont partir. Donc recrutement, etc., le bazar. Et donc il faut vraiment trouver le juste milieu, c'est-à-dire le fait que les gens courent un peu, mais qu'ils soient quand même remerciés par le biais de plein de choses, par le biais de votre attention, de soirées, d'événements, etc. Donc c'est vraiment, il faut travailler cette productivité en valeur par horaire. En fait, c'est-à-dire donc chiffre d'affaires divisé par le nombre d'heures. Et ça va vous donner un ratio de gestion qui après, il faudra tenir sur la période donnée. Incroyable. Est-ce qu'on peut nous donner un applaudissement pour Julien? Un grand merci à toi Merci. pour ça. J'ai un petit cadeau pour vous. C'est un guide qui est 100% gratuit où je partage 7 moyens pour booster votre chiffre d'affaires de 100 à 200% et cela sans devoir dépenser un centime. Juste à cliquer sur cet écran et pouvoir le télécharger gratuitement.